élit demain son président. Coup de projecteur ce soir sur un pays qui fait peur, le bug constitutionnel du texte Hadopi. Le débat se poursuit dans Bouge la France et ses yeux de chimène de Bernard Tapie pour le Club Med. Histoire d'un bras de fer. Tout de suite, Pierre Sled, Jean-Louis Gombaud, c'est Bouge la France. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. Je regarde juste, puisqu'on est en direct, Wall Street qui finit en hausse, Dow Jones à plus 0,34 et Nasdaq à plus 0,42. C'est la bourse et ce n'est pas sans rapport avec notre sujet de ce soir qui est le feuilleton du rachat du Club Med. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le suit et avec aujourd'hui un nouvel épisode, Henri Giscard d'Estaing qui annonce qu'il va porter plainte contre Bernard Tapie pour diffusion de fausses nouvelles et en plus... Enfin, je veux dire, la conséquence, c'est le traficotage de la bourse et de l'action en bourse. Alors, pour commencer, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, on va revenir en arrière et vous allez nous faire un bref résumé de ce qui se passe depuis quelques semaines. Alors, personne s'intéressera à cette histoire si c'était pas Giscard d'Estaing contre Bernard Tapie, quelque part. C'est deux personnes qui vivent dans deux mondes, qui viennent de deux mondes tout à fait différents. L'histoire commence début avril, où Bernard Tapie rencontre Monsieur Giscard d'Estaing, Henri, dans le bureau de Alain Minc, et Bernard Tapie leur sort ces 4 vérités. Vous êtes des nuls, vous ne savez pas gérer, il faut porter ses valises quand on arrive. À la Tapie, quoi. Un peu à la provoque. Et pareil que les deux étaient assez interloqués de la violence du propos et surtout de caractère un peu anachronique, puisque M. Giscard d'Estaing dit, mais enfin, le Club Med n'a plus rien à voir avec ce que vous dites, on ne porte plus ses valises quand on arrive au Club Med. Et puis alors la réunion se termine, Monsieur Tapie continue à parler du Club Med de cette façon, avec une déclaration à l'extérieur disant ils sont aussi capables de gérer le Club Med que moi de gérer Notre-Dame. Donc, et toujours des interventions un petit peu à l'emporte-pièce, je regarde le dossier ou je le regarde pas, etc. Ce qui lui vaut d'ailleurs, peut-être a-t-il fait des écarts, ce qui lui vaut cette plainte déposée par le Club Med, qui a d'ailleurs annoncé ses résultats ce matin en déposant plainte, parce que les résultats sont très mauvais, et donc le fait de déposer plainte permettait aussi de masquer, de détourner l'attention, mais l'AMF, le gendarme de la bourse, a également dit aujourd'hui qu'il avait ouvert une enquête pour diffusion de fausses nouvelles et manipulation de cours. D'accord. Alors pourquoi, en fait, le Club Med intéresse Bernard Tapie ? Alors on ne sait même pas si ça l'intéresse en réalité. Ça l'intéresse presque d'en parler. Cette histoire est d'une confusion absolument totale. Il annonce son grand retour dans les affaires, oui, etc. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui, évidemment, apparemment le travaille. Mais un jour, il nous dit cette histoire, j'ouvre, je regarde le dossier, je veux voir les comptes. Un jour, il dit mais ça ne m'intéresse pas, je veux pas rentrer. Un jour, il dit je veux rentrer. Donc on est quand même dans une situation un peu bizarre où on a quelqu'un qui est très connu en France, bien entendu, et qui parle de manière un petit peu contradictoire et il faut le dire, parfois un petit peu incohérente sur quand même un dossier un peu compliqué. Alors qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ? D'autant plus que le Club Med, si vous voulez, c'est une belle vitrine, mais pas une très belle affaire. Il y a des dettes, les résultats sont pas bons, les carnets de commandes ne sont pas bons, puisqu'il y en a moins 26% par rapport à l'année dernière. Donc les résultats ne sont pas à la hauteur. Malgré les restructurations d'Henri Giscard d'Estaing depuis des années, qui a changé vraiment la clientèle du Club Med en pratiquant, c'est vrai, une hôtellerie qui tend vers le luxe, mais en même temps des tarifs aussi qui tendent vers le luxe. Alors justement, mais c'est pas payant encore, parce qu'en réalité, la clientèle modeste ne revient pas, évidemment c'est trop cher, et la clientèle aisée ne se bouscule pas au portillon, ce qui explique d'ailleurs que le carnet de commandes n'est pas bon. Cela dit, c'est quand même une belle vitrine. Il y a quand même 1 500 000 clients chaque année sur une entreprise qui est présente, je crois, pratiquement sur tous les continents de la planète. Donc c'est quand même une très belle marque qui peut effectivement intéresser quelqu'un, même si l'affaire n'est pas florissante. Très bien. Et le Club Med, il est opéable ou pas ? Alors, c'est une faille qu'a perçue Bernard Tapie, il s'y connaît dans ces histoires-là, c'est qu'effectivement, le plus gros actionnaire du Club Med, c'est la Caisse dépôt et consignation du Maroc, qui a 10%. Et le reste est tout à fait éclaté. Le Crédit Agricole à 5%, je crois. En fait, donc on est quand même dans un capital assez dispersé, donc en théorie opéable. Et rappelons-nous que M. Tapie a gagné plus de 100 millions d'euros à la suite, une fois les dettes remboursées. Il a du cash. Et on peut faire un calcul très simple. Avec 100 millions d'euros, vous pouvez acheter la moitié du Club Med.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Louis. On va parler du thème du jour, la loi Hadopi, ce bug constitutionnel. Hadopi ou la loi maudite après le bug constitutionnel d'hier, faut-il encore croire à l'avenir d'un texte qui sanctionne le téléchargement? Suite du débat dans Bouge la France avec la constitutionnaliste Anne Levade, Thierry Soler, il est spécialiste de l'Internet à l'UMP, Philippe Aigrin, auteur de Internet et création. Mais tout de suite, ce retour sur la décision d'hier du Conseil constitutionnel, reportage signé Élisée Cardi. En cause du texte, le texte existe, la réponse graduée est validée, l'Hadopi existe, elle va être mise en place. Ça, je crois Garder la face envers et contre tout. Hier, Christine Albanel préférait voir le verre à moitié plein. La coupure de la connexion Internet ne sera certes plus effectuée par l'Hadopi, mais par le juge. Pour les magistrats, déjà sous pression par la réforme de la justice, ce détail nécessitera des moyens. Vu le nombre de téléchargements illégaux, qu'il va y avoir un nombre de saisines extrêmement important des tribunaux dans ce domaine, et j'espère, en tout cas je l'espère, pour le fonctionnement normal de la justice, qu'il y aura une étude d'impact et que on renforcera les juridictions de telle manière qu'elles puissent faire face à cette nouvelle charge de travail. La tâche reviendrait à des juges spécialisés dans des tribunaux de grande instance. Mais même au sein de la majorité, certains doutent. Pour eux, la conséquence sera simple, la loi ne sera pas appliquée. Il est évident que si on renvoie ça à des tribunaux, ça veut dire qu'il n'y aura plus de possibilité de faire fonctionner ce dispositif parce que les tribunaux, n'ayant pas que ça à faire et ayant à régler des centaines de milliers de problèmes s'ils sont saisis de ce genre de litiges, ne pourront jamais les traiter. La ministre de la Culture souhaite que la loi soit promulguée quand même et qu'elle soit complétée à la rentrée. Une loi que beaucoup désormais voudraient voir enterrée une fois pour toutes. Bonsoir à tous les trois. C'est vrai que ce texte, on vient de voir l'une des illustrations et des difficultés, c'est un peu la loi des séries parce qu'il a vraiment du mal à sortir de l'hémicycle. C'est un petit peu au forceps. Alors, on va essayer d'expliquer quand même d'abord. On compte sur Anne Levade pour ça du point de vue constitutionnel. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel reprochait finalement à ce qui a été voté ? Alors, le Conseil constitutionnel vite fait, ne pas trop rien. Non, mais vite fait. Vous disiez que c'était décidément la loi des séries, mais je dirais que là, c'était une étape prévisible, en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel, ancienne maintenant, bien établie, qui protège la liberté de communication et d'expression, parce que c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil nous dit, très logiquement, que l'accès à Internet, le droit d'accès à Internet, rentre dans cette liberté constitutionnellement protégée de communication et d'expression. C'est une des libertés les plus importantes de nos libertés et droits fondamentaux, puisque c'est en plus un élément qui permet de participer à la vie démocratique, d'exprimer ses opinions, de participer au pluralisme. Donc, on ne peut limiter l'exercice de cette liberté, voire purement et simplement interrompre une connexion Internet et donc interdire l'accès à ce droit qu'à condition que la décision soit prise par un juge. C'est donc parfaitement conforme à toute la jurisprudence antérieure. Alors ça, je pense que tout le monde a compris ça. Simplement, pourquoi les parlementaires ont voté une loi alors qu'on savait très bien, et pourquoi le gouvernement l'a proposé alors qu'on savait très bien que ça allait se terminer comme ça ? Alors, pourquoi l'ont-ils voté? Parce que je crois que le dispositif tel qu'il figurait dans la loi présentait l'avantage de la rapidité et que c'était manifestement le souci de ceux qui étaient... c'est raté parce qu'il faut revenir en arrière. Donc... Certes, mais malgré tout, c'était le souci de ceux qui étaient favorables au texte. Deuxième chose, l'Hadopi, donc la fameuse haute autorité qui est créée par ce texte, parce qu'on dit loi Hadopi, mais c'est pas son vrai nom, c'est une loi qui crée donc une autorité spécifique en matière de protection de la création sur Internet. Cette loi donc crée une autorité. Or, il existe des autorités comparables dans d'autres domaines, ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, donc par exemple le Conseil de la concurrence, maintenant autorité de la concurrence, par exemple le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui détiennent des pouvoirs de sanction. Donc, en réalité, c'est les conditions dans lesquelles ce pouvoir de sanction a été défini, et surtout la manière dont s'appliquait la sanction, c'est-à-dire à toute personne, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. La question que tout le monde se pose aussi, c'est bon, le constitutionnel, il fait son travail, c'est normal, il juge ce qui est licite ou pas. La seule chose, c'est que la base, c'est quand même la Constitution, donc qui date d'il y a 50 ans, et il n'y avait pas Internet il y a 50 ans. Comment le Conseil constitutionnel peut se prononcer sur des vecteurs qui n'existaient pas? Est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer un petit peu ça? Alors pire que ça, parce que la liberté de communication et d'expression
communication, elle est inscrite dans la déclaration de 1789. C'est sur ce texte-là que le Conseil constitutionnel se fonde depuis la Révolution. Toujours. Simplement, le Conseil a toujours pris en compte les évolutions des modes de communication. Ça a été le cas par sa première décision au milieu des années 80 lorsqu'on avait créé la haute autorité en matière d'audiovisuel. Et donc, chaque fois, il a justement actualisé cette déclaration et en tout cas la lecture qu'il en donne, puisque dans la déclaration figure le principe et ensuite, évidemment, on tient compte des évolutions techniques. Ni le constituant de 1958, ni a fortiori les auteurs de la déclaration n'avaient imaginé qu'un jour Internet existerait. Bien sûr. Alors Philippe Aigrin, vous avez écrit Internet et création, pas interdit. Non, excusez-moi. Comment reconnaître les échanges sur Internet en finançant la création? Vous l'avez à l'antenne. C'est vrai que on entend camoufler pour le gouvernement, voilà, on a gagné, les anti-Hadopi ont gagné, etc. Vous croyez pas que personne n'a gagné dans cette affaire, parce que de toute façon, il y aura une loi, il faut bien une loi, et il va falloir, et on va perdre du temps encore une fois. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que justement, on pouvait penser que la sanction de la loi par le Conseil constitutionnel, qui avait été annoncée non seulement par des spécialistes comme Anne Le Jade, mais même par de simples citoyens, mais qui savent lire, disons, qui avaient lu les jurisprudences du Conseil constitutionnel et d'ailleurs des jurisprudences similaires au niveau européen, on pouvait penser que cette sanction allait finalement ouvrir une nouvelle phase de remise à plat où on allait considérer un ensemble plus vaste de solutions, c'est-à-dire ne plus forcément chercher les moyens les plus efficaces de la guerre au partage de fichiers entre individus, mais aussi se demander si on ne pouvait pas faire vivre l'économie de la création grâce à des dispositifs qui garantissent une rémunération supplémentaire. C'est ce que je proposais dans mon livre. Malheureusement, je constate que ce qu'on entend des premières réactions du gouvernement... La première chose, c'est la partie non censurée va être promulguée dans les jours à venir. C'est une publication ce soir de l'Élysée. Donc c'est vrai que... Mais bon, en même temps, il faut bien trouver une trace de loi quelque part. On peut pas laisser... On est tous d'accord, et je pense que les artistes en premier, ils l'ont assez montré, sont d'accord, enfin ne veulent pas que leurs œuvres soient pillées. Donc il faut bien une loi de départ. Est-ce que on est condamné à faire une loi, certes imparfaite au départ, mais une loi quand même? Écoutez, en tout cas, cette loi Hadopi, elle aura eu, à mes yeux, au moins un mérite, c'est de rappeler un certain nombre de valeurs, parce qu'on parle, le professeur de droit constitutionnel nous rappelait que la liberté d'expression, c'est un droit majeur qui est reconnu dans la Constitution depuis toujours, mais le droit à la propriété, le droit pour un artiste également à vivre de sa création, c'est un droit qu'on a, c'est Beaumarchais, c'est la Révolution française, c'est la République qui nous a apporté ça, et je crois qu'avec Internet, qui est merveilleux, c'est un outil absolument merveilleux, Internet, certains ont perdu de vue que ce droit existait. Aujourd'hui, j'entendais un artiste ce matin sur une grande chaîne de radio qui rappelait personne ne viendrait, ça ne viendrait l'idée de personne d'aller dans une boulangerie, de prendre une baguette de pain en disant mais je la prends, mais c'est pas grave, vous en avez d'autres. Voilà, Internet, c'est pareil. J'entendais Junio qui disait tout à l'heure, les enfants, enfin les jeunes qui payent 3 € pour se faire intégrer des sonneries débiles sur leur portable, ils peuvent mettre 1 € pour la création. Parce qu'il va falloir quand même trouver une solution. C'est vrai que on peut pas, vous êtes bien d'accord, même si on peut être contre la loi Hadopi, ce qui est votre cas. Mais une petite remarque. Si vous lisez le considérant 15 de la décision du Conseil, vous verrez que le Conseil a défini non pas une hiérarchie des droits, mais enfin une valeur particulière pour la liberté d'expression et de communication par rapport à la protection de la propriété intellectuelle. Alors je ne fais pas partie des gens qui veulent annihiler le droit d'auteur. Simplement, j'appelle à une ouverture sur les façons d'assurer son respect et notamment de contribuer à ce qui est l'essentiel pour la création, c'est de pouvoir exister et de pouvoir être récompensé. Et il n'y avait pour cela, à mon sens, nul besoin de continuer ce qu'on essayait de faire déjà par 10 textes de loi, des mesures toujours plus complexes et finalement très attentatoires au droit, pour essayer d'interdire un acte qui, si vous y réfléchissez bien, n'est quand même pas si horrible que ça et ne ressemble en rien au vol en boulangerie. Mais je vous rappelle que ce livre que je vous donne, vous êtes libre tout à l'heure d'aller le donner à quelqu'un d'autre. Alors,
avec ce qui se passe sur Internet. C'est pareil. Moi, effectivement, si j'ai acheté un livre, je peux le donner à quelqu'un d'autre, mais mais je m'en prive. Si je le donne à quelqu'un d'autre, je ne l'ai plus. Alors que si en revanche, non, de la musique en la payant, en la téléchargeant, en payant, et vous la chargez sur votre iPhone, et ben vous pouvez très bien prêter votre iPhone à quelqu'un. La petite nuance, c'est que la musique, je peux la donner à quelqu'un d'autre et la garder en même temps. Alors qu'un livre, c'est pas possible. Alors, est-ce que ça rend l'acte horrible? Moi, je pense que ça crée un problème pour l'économie de la création. Vers Anne Nevade. C'est un délit, effectivement, parce qu'il y a quand même toute l'économie, pas de la musique seulement, mais du cinéma, de toute la culture et de la presse également, est basée justement sur le droit d'auteur. À partir du moment où on peut acheter et multiplier et donner gratuitement à qui on veut quelque chose qu'on a acheté, c'est compliqué. C'est voir la répartition des richesses entre les différents acteurs. Et l'État, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut légiférer? Je crois qu'il y a deux solutions. Soit l'État initie vraiment un accord entre les producteurs de contenu et puis les gens qui ont le tuyau pour essayer de voir la richesse qui est générée et comment elle est répartie, ou soit il faudra que l'État légifère. Mais on est obligé de poser le problème de la répartition de la richesse sur ce secteur. Sinon, on tue la création. Bruel, ce matin sur Europe 1, il était très net. Il disait, lui, moi je suis pas concerné à la limite. Mais aujourd'hui, les maisons de disques, pour parler par exemple de la chanson, elles n'ont plus les moyens économiques de financer les jeunes créateurs et de leur permettre de produire un disque. Et si le jeune créateur, il met son disque tout de suite sur Dailymotion et compagnie, bah, ça va être téléchargé, il aura peut-être un peu de succès, il passera une fois à la télé, mais ses revenus, c'est zéro. Et donc, il n'y aura pas de création. Anne. Oui, non, sur la question du délit ou de l'existence d'une infraction, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les choses viennent à un moment donné de l'abus d'un droit. C'est-à-dire qu'effectivement, le droit d'accéder à des informations, des ouvrages, des éléments qui participent justement de cette liberté d'information, etc., c'est un droit. À partir du moment où il y a un abus, on a eu le même phénomène tout bêtement avec, par exemple, des gens qui photocopiaient des ouvrages pour repartir sur des éléments papier. À un moment donné, on a été obligé de mettre en place un système dans lequel, effectivement, on encadre les conditions dans lesquelles on peut photocopier des ouvrages ou des publications. Alors bon, il y a l'aspect apparemment controversé du droit d'auteur, mais le problème de cette loi, c'est aussi son application. On sait très bien que c'est très compliqué de mettre des gendarmes déjà pour traquer les sites pédophiles, etc. On a du mal à trouver des contingents suffisamment nombreux. Alors là, il va falloir vraiment mettre beaucoup de monde. On sait qu'on n'a pas les moyens. On sait aussi, puis c'était le sujet tout à l'heure, que si on remplit, vous le savez, les tribunaux de cas comme ça, on a déjà du mal à les désengorger. Ça va être ultra compliqué. Est-ce que cette loi est applicable ou non ? Alors, la loi, elle est applicable dans la mesure où, d'abord, et ça je crois qu'il faut le rappeler, l'aspect sanction qui a été censuré par le Conseil n'était pas le seul point prévu par la législation. C'est pour ça que... je crois que c'est très important de le rappeler, parce qu'on a l'impression, du coup, qu'on va promulguer et mettre en application un texte qui est vide de contenu, ce qui n'est pas le cas en l'état. Après, si l'on veut mettre les moyens pour mettre en place cette autorité, pour qu'elle puisse effectivement assurer cette mission préventive, c'est-à-dire y compris de surveillance, d'identification des problèmes, etc., puis ensuite aller devant le juge, je pense qu'après c'est une question de volonté et de possibilité de mise en œuvre. Pour ma part, pour ce qui est de l'argument selon lequel les tribunaux sont déjà engorgés, je dirais que je fais confiance au juge et que je pense que ça n'est pas un argument suffisant. C'est très politique. Non, du tout, parce que sinon on crée... Non, mais sinon, ça veut dire qu'il faut renoncer à toute législation, à toute définition d'une nouvelle infraction. D'accord. Bon, Philippe Aigrin, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors, ce que je propose, on en vient là. C'est un nouveau mécanisme qui se situe dans la lignée de ceux qui, depuis 2003 et 2005, ont été envisagés et qui ont été discutés à l'époque sous le nom de licence globale, que pendant qu'on s'occupait de préparer cette loi, toute une série d'acteurs ont réfléchi, ont répondu aux arguments parfois justifiés qui critiquaient la faisabilité ou l'impact sur tel ou tel média, et on a collectivement réussi à mûrir des propositions qui consistent à faire payer les internautes, un droit d'entrée, quoi. Une contribution au financement et à la rémunération de la création, et à reconnaître en parallèle, non pas le droit de tout faire, ce qui évidemment serait ne laisserait survivre aucune des autres sources de financement de la création, mais un droit encadré qui est celui de l'échange sans but de profit entre individus d'œuvres numériques qui ont été publiées. Juste, il va falloir surveiller la nuance de profit ou pas.
Oui, mais alors quand même une surveillance quelque part. Ça ne change pas grand-chose par rapport à des tas de situations actuelles où effectivement ce genre de distinction doivent être faites. Le cadre qui est proposé pour ça, qui est celui soit de licence collective à l'initiative des sociétés de gestion et dont le bénéfice est étendu à l'ensemble des créateurs, ou celui d'une licence encadrée par la loi qui pose peut-être plus de problèmes juridiques, mais qui a l'avantage d'une structure globale et à laquelle je crois on viendra, ce cadre, il est infiniment plus facile à mettre en œuvre que l'Hadopi. Je veux dire, des dizaines de millions d'euros pour une machine à spammer les internautes, c'est quand même cher. Mais ce que vous dites, bon, c'est une autre façon de gérer justement le piratage. Mais finalement, ce qui a été contredit par le Conseil constitutionnel, ça change pas grand-chose, parce qu'il faudra quand même des gens pour surveiller, il faudra quand même des juges pour traiter les dossiers. Mais si les internautes seront les alliés de ça. Tout à l'heure, l'Hadopi, ça se résume pas simplement à l'aspect derrière sanction. Il y a toute la partie en amont où on prévient les internautes, toute la riposte graduée qui a été validée. Et je crois que ce texte, il a notamment ce mérite-là. Il a des défauts, ce texte, manifestement, et juridiquement, et c'est un secteur très compliqué. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que tous nos textes de loi, ils ont été créés à une époque où Internet n'existait pas. Et Internet crée des nouveaux usages qui, par nature, dans plein de secteurs, là, c'est tout à fait flagrant en matière de création, en matière de droit d'auteur, fait que la loi est difficilement applicable. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est pas baisser les bras, parce que sinon c'est le laisser aller, plus personne ne contrôle rien, et on revient même à remettre en cause les fondements même de notre société, le droit de la propriété, le droit, enfin, tous les droits. Donc il faut quand même être ferme. Je crois que le gouvernement aujourd'hui doit essayer de trouver une porte de sortie. Encore une fois, moi je crois qu'il y a que deux solutions. Surtout une porte de rentrée, en l'occurrence. Oui, mais la loi, aujourd'hui, dans le texte, me semble-t-il, elle est promulgable, en tout cas, dans la partie riposte graduée. Ça, ce sera fait. C'est déjà bien, vous savez, ça fait des années qu'on laisse tout faire, et les artistes, ils se sont pas trompés. Pourquoi les artistes, ils ont soutenu le gouvernement, même s'ils n'étaient pas toujours de cette sensibilité politique? Bon, écoutez, l'essentiel, hein, moi, on les entend pas, les autres, beaucoup, en tout cas. Pourquoi ils ont soutenu le gouvernement, les artistes? Ils ont soutenu le gouvernement parce que ça fait des années qu'on ne faisait rien sur ce sujet. Et aujourd'hui, ne serait-ce que même cette loi Hadopi, même si elle a cette imperfection, même si elle a été en partie retoquée par le Conseil constitutionnel, elle permet de faire de la pédagogie. Les nouveaux usages de l'Internet, on doit aussi faire de la pédagogie dessus. Les parents doivent le faire avec leurs enfants. Vous parliez tout à l'heure de la pédophilie. Internet, c'est un outil merveilleux. On peut faire plein de choses. Mais Internet, c'est dangereux aussi. Il y a des choses dangereuses. Les parents, ça apprend aux enfants à traverser dans les clous. Eh ben, on doit aussi apprendre les usages de l'Internet à nos enfants. Et notamment, pas leur laisser croire qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut prendre un film sans le payer, qu'on peut acheter gratuitement, enfin prendre gratuitement sans l'acheter toute la création d'un artiste d'une manière comme ça, en toute impunité. C'est des choses qu'on peut apprendre aussi à l'école. Anne Levade, l'école a un rôle à jouer, l'éducation nationale doit jouer un rôle là-dedans. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que finalement la partie qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel soit écrite d'une autre façon et qu'elle puisse re-rentrer à nouveau dans la loi? Il faut juste dire que c'est le juge maintenant qui va trancher? Alors sur le plan du fond, ça va évidemment être un tout petit peu plus complexe que ça, parce qu'il faut évidemment réécrire le texte en tenant compte des contraintes d'une procédure juridictionnelle, c'est-à-dire en précisant un certain nombre d'étapes. Après, du point de vue formel, on a entendu dans les heures qui ont suivi le rendu de la décision que peut-être en urgence on déposerait le texte au mois de juillet. Raisonnablement, je crois, on semble s'orienter plutôt vers la rentrée. En réalité, le Conseil a bien veillé dans sa censure à la cohérence du texte qui pourrait être promulgué, donc ce sera une loi complémentaire qui viendra préciser la partie sanction dans un cadre juridictionnel au moment où le projet sera déposé, et ensuite les parlementaires en débattront de nouveau. Très bien, merci à tous les trois. Je remontre Internet et création. Comment reconnaître les échanges, vous l'avez, sur Internet en finançant la création, de Philippe Aigrin. Merci beaucoup à tous les trois. On va parler de l'autre sujet d'actualité. En l'occurrence, c'est l'actualité de demain, c'est les élections en Iran, élections présidentielles. L'Iran qui vote demain pour élire son président, Mahmoud Ahmadinejad contre Mir Hossein Mousavi. Suspense au sommet après 3 semaines de campagne électorale. Pierre Sled et Bouge la France accueillent sur le plateau Fariba Ajtroudi. Elle est journaliste et auteure iranienne. Et Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS.
Bonsoir à tous les deux. On va parler de cette élection qui a lieu demain. Enfin, c'est une élection à 2 tours. Le premier tour a lieu demain. Il y a 4 candidats. C'est très difficile de savoir qui va gagner, qui peut gagner. Bon, on se doute que ça va se jouer entre Mahmoud Ahmadinejad, qui est l'actuel président, et Mirhossein Moussavi. Encore que, on n'en est pas certain non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de sondage, il n'y a pas rien. Donc il y a 4 candidats qui ont été choisis par le Conseil des gardiens de la Révolution. En France, il faut avoir les 500 signatures. Là-bas, c'est les gardiens de la Révolution qui décident. Sur quels critères ça se fait, la décision? La fidélité au régime, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le critère de la représentativité ou sur le critère de la compétence ou la condamnation par un tribunal, etc. Non. Et la question est de savoir s'il est fidèle au régime ou non. Ouais. Comment on le sait ça? Parce que c'est une simple critique envers le guide. Même d'il y a 30 ans? Même il y a 30 ans, un simple critique envers le guide pour invalider un candidat. À titre d'exemple, la grande majorité des députés réformateurs de l'ancien Parlement sortants, leur candidature ont été invalidés, y compris parce que forcément, puisqu'ils étaient dans l'opposition, ils ont critiqué le gouvernement. Ils n'étaient pas dans les oppositions, ils étaient dans la majorité. Dans la majorité, mais dans une majorité qu'en fait, cette majorité représentait l'opposition au régime. Ouais. Voilà, pour cette raison-là, puisqu'ils avaient osé présenter des lois qui ne convenaient pas au guide de régime, à ce moment-là, ils n'avaient plus droit de se représenter aux élections. Donc il faut être un opposant spontané juste avant l'élection et jamais avoir critiqué le régime. Précisons, quand M. Pauxod a raison, mais c'est la fidélité. En fait, il faut déjà être les gardiens de la révolution, le conseil des gardiens, c'est pas les gardiens de la révolution, le conseil des gardiens valide les candidats qui sont islamiquement valables. Donc déjà, tous les laïcs les laïcs ne peuvent même pas se présenter. Si vous êtes un laïc en Iran, vous ne pouvez pas vous présenter déjà. Donc, et en plus, si vous êtes musulman, il faut être un bon musulman. Et le critère d'être bon musulman, effectivement, c'est les critères de la religion de l'État. Mais c'est un peu plus compliqué. En Iran, on peut être laïc et musulman. Le critère principal doit être fidèle au régime islamique, c'est-à-dire au principe régi, un régime qui est fondamentalement... Laïque ne veut pas dire anti-islamique. Non, laïque, je l'entends laïque dans le par rapport à l'image qu'on a, nous les Européens, de l'élection, de la démocratie, est-ce que ce sont des élections libres et démocratiques? Quand je viens de vous dire... À l'origine, ces élections ne sont pas libres, puisque le choix des candidats... Oui, déjà, c'est un petit peu ciblé, on va dire. Absolument. Mais une fois que les candidats ont été choisis, le processus électoral se déroule plus ou moins d'une manière satisfaisante. Il y aura certainement, comme dans tous les pays de la région, de temps en temps, il y aura des fraudes par-ci, par-là, mais comme vos correspondants sur le terrain montrent actuellement depuis 2 semaines en Iran, la campagne électorale, vraiment, notamment cette fois-ci, n'a pas eu vraiment d'obstacle majeur de la part du régime. D'accord. C'est pas comme en Algérie. C'est pas 95%, 99%. Il n'y aura pas ce score-là de toute façon. Non, il y a réellement une participation, il y a réellement des débats, comme on l'a vu surtout lors de cette élection. Et ce n'est pas simplement les élections. Il y a réellement un débat d'idées en Iran qui est absolument incroyable. C'est la société civile étant debout, le peuple est debout, ce que j'appelle vraiment cette société est debout, les jeunes sont debout. Donc il y a même si le régime ne le veut pas, il est devant le fait accompli. Ça, c'était une réalité. Dans le même sens, la campagne électorale a montré que la société iranienne est beaucoup plus en avance sur leurs dirigeants, sur les gouvernants. C'est pour cette raison-là... C'est pour ça qu'on a titré ce débat, l'Iran est-il prêt pour le changement? Est-ce que les Iraniens... Parce que vous avez écrit ce nouveau roman, Le 12e imam est une femme que je montre, Fariba, dans lequel vous décrivez un petit peu l'atmosphère, parce qu'il y a ce qui se passe en Iran, un petit peu comment les gens reçoivent les choses. Et par rapport à tout ce que vous dites sur la façon dont on choisit les candidats, sur la façon, est-ce que les candidats ont le droit de se critiquer entre eux? En l'occurrence, est-ce qu'on peut critiquer Mahmoud Ahmadinejad, président, mais candidat aussi? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Justement, écoutez, on a le droit de tout critiquer en Iran, y compris les saints et Dieu le Père en personne, en privé. Dans les taxis, bon, évidemment, on peut pas, comme je l'ai dit à mon retour d'Iran la dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'ai été
époustouflée, moi, après 30 ans. Absolument. Je vous dis, les gens sont, comme monsieur l'a dit, comme monsieur Poxod a dit, la société est vraiment en avance. Moi, je le dis très souvent, c'est la population iranienne qui a émancipé le dirigeant et le clergé iranien, ou tout au moins une partie du clergé iranien, et non l'inverse. Eux, ils n'ont pas pu imposer leur diktat. Pour revenir à ce livre, c'est fascinant à quel point parfois, justement, moi j'ai écrit ce livre parce que c'est ce que j'ai senti en Iran. Et notamment chez les femmes. Mais notamment chez les femmes et notamment chez une partie justement du groupe dirigeant. Lors du débat télévisé qui a fait fureur dans tout l'Iran et même à travers le monde, parce que c'était un débat incroyable dans un pays qu'on peut appeler effectivement un pays non démocratique. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est très complexe. Mais qu'a dit M. Moussavi à M. Ahmadinejad, entre autres critiques? Il a parlé, monsieur, vous avez, vous attisez les superstitions. C'est exactement ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre. C'est-à-dire que depuis qu'Ahmadinejad est au pouvoir, les deniers de l'État sont allés dans un endroit hallucinant qui s'appelle Jamkaran, où il y a des pèlerinages et notamment où l'argent du pétrole. Et où les gens prétendent, enfin les gens, Monsieur Ahmadinejad prétend que le 12e imam est dans un puits, enfin Monsieur Ahmadinejad, la tendance à Ahmadinejad, pas lui en personne. Il est dans un puits et c'est l'abêtissement de la population. Alors, que la jeunesse n'accepte pas, justement. Alors, j'allais y venir, c'est justement parce que si son clan dit ça, c'est aussi pas un hasard. C'est-à-dire que lui, si j'ai bien compris, son électorat va se constituer des couches de la population les plus basses, des pauvres en particulier, alors que Moussavi, son adversaire, c'est plutôt la jeunesse. D'ailleurs, il a écrit beaucoup sur les blogs, il s'est servi de ça pour sa campagne. Son soutien, pas son adversaire. Oui, son soutien. Absolument. En fait, la sociologie électorale en Iran consiste à dire qu'il y a à peu près entre 12 et 15% de la population qui vote pour les candidats conservateurs ou ultra-conservateurs, tel que Ahmadinejad. Ahmadinejad peut compter sur 10 à 15% des électeurs. Ce qui est déterminant, à chaque fois, ce qui a été déterminant dans les élections iraniennes, que ce soit aux présidentielles, que ce soit aux législatives, c'est la participation de la jeunesse et des femmes. Il faudrait savoir que près de 70% de la population iranienne ont moins de 30 ans. Donc le rôle et la place des jeunes, et notamment des femmes, parce que la société, tout à l'heure on a insisté pour dire que la société iranienne c'est une société dynamique, mais en même temps c'est la plus dynamique de la région, notamment par le rôle, l'apport des femmes dans la société. Il paraît d'ailleurs que les femmes et les jeunes sont très mobilisés. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, dans le dossier que je vous ai soumis sur les élections iraniennes, que nous avons, Iran, les élections présidentielles incertaines mais cruciales. Cruciales. Voilà. J'ai le facsimile. Oui, on voulait dire que le sort d'élection dépendait de la participation. Oui, parce qu'a priori, s'il y a beaucoup de participation, ça veut dire que les jeunes et les femmes seront allés aux urnes. Les derniers sondages, même si la fiabilité des sondages est sujette à question en Iran, mais quand même, d'après les derniers sondages, même aussi d'après l'étude des mouvements de la population, des dynamiques, on peut estimer que la participation, cette fois-ci, sera même supérieure à la participation aux élections de 2007. C'est pour cette raison-là que je pense que même si encore on peut dire que tout n'est pas joué, mais le candidat Moussavi a une forte chance. Vous mettrez bien un billet sur Moussavi. Est-ce que Ahmadinejad pâtit de son bilan quand même économique qui est quand même pas fameux, plus une inflation galopante à plus 28% en 2008. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvres également. Comment il arrive à défendre ce bilan-là, ce qui doit quand même pas être simple dans le contexte actuel? Il n'arrive pas à le défendre justement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dépensé énormément d'argent dans les provinces et en augmentant le salaire des fonctionnaires pour justement s'attirer une partie de la population. Et là-dessus, il a gagné. C'est-à-dire que vraiment en province, il a des soutiens. En revanche, c'est une économie complètement malade, c'est-à-dire qu'il dépense, c'est comme si vraiment on émettait des billets. C'est ce qu'il a fait, Ahmadinejad. Donc, il ne peut pas le défendre. Il a été sur la défensive pendant tout ce temps. Les autres candidats, l'attaque des autres candidats, la nervosité d'Ahmadinejad, le fait qu'il est
qu'il vocifère de plus en plus, le fait qu'il traite tout le monde de... alors même si de temps en temps il a raison, hein, mon franc-parler est connu, quand il traite les autres de dilapideurs, de corrupteurs, de corrompus. La corruption existe en Iran. Lui, effectivement, il n'arrête pas de dire que c'est quelqu'un qui n'a pas volé, mais les Iraniens n'en ont rien à fiche à la rigueur en ce moment, parce que ils sont vraiment confrontés à des problèmes majeurs économiques et également une certaine image de l'Iran. Je pense qu'une partie de la population n'a absolument pas apprécié cette haine d'Ahmadinejad vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de... Moi, c'est ce que je voulais vous demander vis-à-vis de l'Occident et puis d'Israël en particulier. Avoir un président qui dit il faut raser ce pays de la carte. Alors comment ils le prennent ça, les Iraniens? Alors actuellement, vous me permettez? Actuellement, en fait, le débat sur le plan politique se déroule sur 2 points essentiels. D'abord sur le plan économique. Ahmadinejad est vraiment faible. Il est attaquable sur sa gestion de l'économie en Iran. Vous savez que l'Iran a eu la recette pétrolière de l'Iran sous la présidence d'Ahmadinejad s'élève à 280 milliards de dollars. Malgré cet argent-là, le déficit le déficit du budget actuel en Iran s'élève à 44 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est pas forcément bien géré. Le taux de chômage au moment où Ahmadinejad a été élu président de la République était de l'ordre de 10%. D'après les statistiques données par la Banque mondiale, d'ici quelques mois, le taux de chômage en Iran s'élèvera à 23%. Même plus. Et donc, Ahmadinejad a échoué par sa politique, comme Madame vient de souligner, par sa politique populiste. À titre d'exemple, pour gagner des électeurs parmi les couches populaires et pauvres, pour mener sa politique populiste, par exemple, il a acheté 400 tonnes de pommes de terre à l'étranger pour distribuer dans les villages, dans les quartiers pauvres. Ben, ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. Deuxième élément où Ahmadinejad aujourd'hui est critiqué non seulement par les candidats réformateurs, mais même par les candidats conservateurs, même par ses propres amis, notamment le président du Parlement et certaines grandes personnalités qu'il a abandonnées. C'est sa politique, c'est la gestion de la politique étrangère. En fait, on a assisté dans les années précédentes avec l'élection du président Khatami à une certaine détente dans les relations entre l'Iran et l'Occident en général. Ahmadinejad a voulu remplacer cette politique de détente par une politique de tension. Ces déclarations contre Israël, aujourd'hui, sont critiquées par la totalité de la classe politique en Iran, y compris par ses propres amis. Oui, en disant d'ailleurs, vous savez, en Iran, on dit que c'est un agent d'Israël, c'est un agent de sionisme, parce que en faisant ce qu'il fait, bon, évidemment, vous voyez. Oui. Et paraît-il, d'ailleurs, dans les coulisses, on dit que même Khomeini, le guide suprême, donc, lui a tapé sur les doigts en disant, bon, ça suffit, il faut se calmer. Pas là-dessus, mais sur ces déclarations hallucinantes. Je fais référence dans mon livre en disant qu'à l'ONU, il y avait un aura autour de sa tête, que l'imam du temps était... Enfin, c'est hallucinant. Comment le peuple iranien, qui visiblement a changé, a évolué, beaucoup plus jeune, vous le disiez, les femmes qui maintenant expriment ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent, comment ce pays peut voter pour Ahmadinejad une nouvelle fois, après tout ce que vous dites? Mais vous savez, ça, c'est encore une fois, il y a une part du populisme, M. Pogzot l'a dit, il y a d'autre part mobilisation des gardiens de la Révolution. La première fois qu'Ahmadinejad a gagné, c'est que, vous savez, comment au début de la Révolution, justement, toutes les forces démocratiques du pays n'ont rien pu faire. Parce que les réseaux des mosquées, là c'est les réseaux des mosquées, les réseaux des gardiens de la Révolution, et effectivement, et là-dessus il a très très bien joué, si on peut. Mais là-dessus, justement... C'est pas seulement le cas de l'Iran, même en Europe, il y a certains partis populistes pour avoir 10%. Ça va suffire. Mais simplement, il y a également le fait que les jeux de pouvoir en Iran sont très complexes. On ne comprend pas les jeux de pouvoir, qui tient quoi et pourquoi. Ces gens-là savent énormément. Vous savez, Ahmadinejad a beaucoup attaqué ses adversaires. Justement, il n'a pas pu attaquer Moussavi. Je voulais revenir là-dessus d'ailleurs en dehors du fait que Moussavi a géré pendant la guerre Iran-Irak. Pendant la guerre Iran-Irak, l'Iran n'avait pas de dette extérieure. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est le bilan Moussavi. Ouais. En plus, un autre problème avec Moussavi, enfin, un autre atout pour Moussavi, c'est que pendant 20 ans, il a été hors circuit. Donc pour les Iraniens, d'abord ceux qui ne...
c'est pas simplement quelqu'un de neuf, c'est quelqu'un de propre comparativement à tous ces gens qu'on prétend justement à tort ou à raison. Bon. Et lui, il a un atout majeur, c'est le soutien de l'ex-président Khatami, qui est engagé totalement à côté de lui. Donc pour conclure, parce qu'il faut conclure, mais vous êtes passionné, visiblement, vous allez regarder ces élections, cette élection demain soir. Je ne suis pas iranien. Non, je sais bien, mais vous êtes passionné quand même. Vous allez regarder ça demain soir. Visiblement, vous croyez plus en la victoire de Moussavi, si j'ai bien compris. Écoutez, rien n'est joué en Iran. On peut avoir des surprises comme à chaque fois. Mais effectivement, alors je vais terminer peut-être par une plaisanterie, c'est que on dit que le guide a soutenu directement ou indirectement Ahmadinejad, parce qu'à chaque fois qu'il soutient quelqu'un, c'est l'autre qui gagne. Donc là, c'est dire que intérieurement ou dans sa tête, il est finalement pour Moussavi. Merci beaucoup à tous les deux. On accueille maintenant Monique Cantos-Perber qui va nous parler des antennes relais. Est-ce qu'on saura la vérité? Ça fait du mal ou pas? Le gouvernement va expérimenter de nouvelles antennes de téléphonie mobile, peut-être moins nocives, un principe de prudence à l'heure du principe de précaution après le Grenelle des ondes. L'analyse de ce dossier, l'analyse philosophique, elle est signée Monique Cantos-Perber. Bonsoir Monique. Alors le gouvernement l'a annoncé aujourd'hui au Sénat. C'est vrai que ces histoires d'antennes relais, on n'avance pas. On nous dit c'est dangereux, d'autres nous disent c'est pas dangereux. La meilleure façon de le savoir, c'est de faire des vraies expérimentations. Apparemment, c'est vers ça qu'on se dirige. Mais à vrai dire, on s'est déjà dirigé vers cela. Des personnes souffrent d'inconfort lorsqu'elles sont installées, lorsqu'elles habitent à côté d'antennes relais. Le tribunal de grande instance de Carpentras, puis celui de Versailles, ont condamné par 2 fois les installateurs à démonter les antennes mobiles. L'Académie de médecine a proposé un rapport en mars dernier, tout récemment, disant que d'une part, il n'y avait aucune démonstration scientifique du moindre effet nocif sur la santé et qu'on ne voyait même pas de quelle manière un effet nocif pourrait se produire. Mais le Grenelle des ondes a lieu. Le rapport se termine par la mise en évidence du fait qu'à l'heure actuelle, on ne peut absolument pas démontrer d'un point de vue scientifique le moindre impact pour la santé. Mais pourtant, le Grenelle des ondes fait des recommandations d'extrême prudence à l'égard des antennes mobiles. Alors c'est assez surprenant parce qu'on peut se dire en bon rationaliste, progressiste d'aujourd'hui, mais enfin, si la science nous dit que ces antennes n'ont aucune conséquence négative sur la santé, pourquoi les démolir? Pourquoi les déplacer? Entrons-nous dans un monde où, parce que des personnes sentent un inconfort, eh bien, elles vont se trouver en position en mettant en avant leur inconfort, d'obtenir la suppression de ce qui les gêne. Sans que la science ait son mot à dire. Oui, je me souviens qu'on avait fait un débat il n'y a pas longtemps, justement, à l'occasion du Grenelle des ondes, qu'on avait passé en revue, c'était UFC Que Choisir qui avait passé en revue toutes les expérimentations qui avaient été faites. Effectivement, c'était compliqué de dire, c'était même impossible de dire si c'était dangereux ou pas. Alors, quand le gouvernement dit ça, ça veut dire qu'on se dit, on va vers quoi? Ces expérimentations, on en attend quoi? Est-ce que c'est une façon de, une nouvelle fois, dégager le plus loin possible? Au stade, à l'époque d'aujourd'hui, en tout cas, les expérimentations ont permis de conclure qu'il n'y avait pas d'effet dommageable pour la santé. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui, cela ne suffit pas quand on est en position de lancer des politiques publiques. Une assurance de ce genre n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que des politiques publiques, ça veut dire des objectifs, des moyens, et elles ne peuvent pas être mises en place sans tenir compte de la réception par le public. Or là, il est clair que ces événements récents ont dressé une partie du public, ou les ont rendus particulièrement vigilants à l'égard de ces antennes mobiles. Alors, les pouvoirs publics réagissent en mettant en avant le principe de précaution, et peut-être à juste titre. Après tout, il y a des précédents. Par exemple, ce qui est communément connu comme l'épidémie de la vache folle, où là aussi, pendant un certain temps, on n'a pas vu de quelle manière ça pouvait avoir un effet nocif sur la santé humaine. Et il a bien fallu se rendre à l'évidence. Il y en avait un. Donc la précaution qui s'intéresse non seulement aux risques réels, mais surtout aux risques potentiels, recommanderait en effet de s'abstenir et de multiplier les mesures. Comment il s'applique le principe de précaution? Parce qu'il n'y a pas 10 000 façons de l'appliquer. On peut pas dire, oula, si vous voyez une antenne, finalement, il faut faire un petit peu attention. On la démonte ou on la démonte pas, quoi. On la démonte pas. Bien d'autres appareils de notre environnement le plus familier émettent des ondes électromagnétiques, appareils dont nous ne songerions absolument pas à nous séparer.
Les micro-ondes en particulier, on en avait parlé. Les téléphones sans fil, même s'ils ne sont plus très utilisés aujourd'hui. Et puis, qui voudrait renoncer au téléphone portable en France à l'heure actuelle? Donc il va falloir trouver un équilibre, une pondération entre deux choses. D'une part, le service que les citoyens d'aujourd'hui souhaitent avoir, en particulier l'accès à la téléphonie mobile, mais d'autre part, la nécessité pour les pouvoirs publics qui mettent en œuvre des politiques de tenir compte du principe de précaution et de tenir compte aussi inévitablement du ressenti des personnes, de prêter attention au nom d'un principe d'attention qui aujourd'hui ne peut pas être mis entre parenthèses à ce que ressentent les personnes. Alors cela va aboutir à quoi? Eh bien cela va aboutir au fait que les normes qui régissent l'installation de ces antennes publiques vont devenir beaucoup plus exigeantes, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays européens. Ce sera beaucoup plus coûteux à mettre en place. Donc les installateurs vont devoir assurer une partie de ces frais. Baisser les puissances, etc. Et la conception, au fond, traditionnelle, saint-simonienne, un peu paternaliste de la politique publique, le meilleur service au meilleur prix, devra être sérieusement revue parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre en œuvre ce genre de choses sans s'occuper de ce que ressentent les personnes. Très bien, merci beaucoup Monique. On va enchaîner avec Saveria maintenant, qui va revenir avec les unes des journaux de demain. 39 plateformes d'approvisionnement actuellement bloquées ce soir par les agriculteurs. Vos journaux y reviennent largement dans leurs éditions de demain. La revue de presse, elle est signée Saveria Rojek. À la une de Libération, demain, l'Iran, vous en parliez Pierre, qui vote demain pour élire son président. Et dans le sillage d'une jeunesse libérée, les Iraniens pourraient bien tourner la page Ahmadinejad. À la une de La Croix, demain, la pandémie de grippe A. L'OMS a déclenché ce soir le niveau 6 d'alerte. Un feu vert donné à la production de vaccins et à d'autres mesures de précaution. Pour les Échos, face à la pandémie, la France ajuste sa riposte. Une cellule de crise se réunit demain à Paris. Pour l'instant, la ministre de la Santé a décidé de rester au niveau 5 d'alerte. Et puis on termine avec la colère des agriculteurs à la une de François. Ils appellent au blocage pendant 48 heures du réseau d'approvisionnement des grandes surfaces. Des articles devraient manquer dans les rayons dès samedi. Merci beaucoup Saveria. Vous allez suivre maintenant les meilleurs moments de la séance d'aujourd'hui qui était consacrée aux questions au gouvernement. Vous allez voir que c'était assez chaud entre justement l'opposition et le gouvernement. Et puis juste après, Europe et nous, présenté par Marie-Laetitia Bourriez, qui nous parlera d'Europeana, c'est la bibliothèque numérique européenne. C'était Philippe de Sonny qui réalisait ce soir. Pierre-Henri Gergogne était en régie comme tous les soirs. Pierre Genel et Simon Barbary ont préparé les différents sujets. On se retrouve lundi 22h, on y sera. Voilà. Très bonne soirée, très Merci. bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Monsieur le Premier ministre, vous avez affirmé, suite à l'élection européenne, la volonté du gouvernement de continuer les réformes et de moderniser la France, considérant que le succès de vos listes vient essentiellement des électeurs. C'est un succès qui s'apparente à un mirage. 28% des exprimés, ce sont 10,4% des inscrits et les 60% d'abstention marquent ni un désœuvrement ni de la négligence, mais bien pour nombre d'électeurs un rejet d'un certain type de construction européenne, l'Europe libérale, l'Europe de l'argent. Vous n'avez pas voulu affronter les débats car vous savez que la politique libérale qui sévit en Europe et dans le monde et que vous voulez poursuivre est à l'origine de la plus grande crise depuis 1929 et les conséquences sociales en sont dramatiques. Monsieur le Premier ministre, l'heure est à la rupture pour sortir de la crise. C'est d'ailleurs ce que vous ont déjà exprimé les électeurs en 2005. Monsieur le Premier ministre, allez-vous renoncer à l'intensification des réformes visant à faciliter les ajustements du marché du travail et à renforcer la concurrence dans le secteur des services
comme l'a recommandé le Conseil européen du 28 avril 2009, mais dont vous n'avez pas parlé pendant la campagne électorale. Poursuivre les réformes signifie-t-il que vous entendez toujours casser le statut de la Poste et préparer sa privatisation? Poursuivre des réformes et moderniser pour vous, est-ce détruire et déréguler ce qui marche pour donner un nouveau marché en pâture au privé? Vous nous avez déjà dit, nous ne privatisons pas, nous transformons la Poste en société anonyme. Vous avez utilisé les mêmes processus pour France Télécom et aujourd'hui, c'est aux collectivités que l'on demande d'assurer la réponse aux besoins des habitants dans l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, mais aussi des élus, des usagers, des milliers d'électeurs que j'ai rencontrés ces 3 derniers mois, annoncez clairement le retrait définitif de votre projet qui, de fait, se traduirait par la casse du service public postal et manquerait à l'intérêt général. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur François Fillon, Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous me demandez de tirer les enseignements du scrutin européen. Je le fais bien volontiers. Le premier enseignement, c'est que la majorité présidentielle est arrivée en tête. C'est la première fois qu'une majorité présidentielle arrive en tête dans notre pays depuis 1979. Et je n'ose imaginer le discours que vous auriez tenu si ça n'avait pas été le cas. Le deuxième enseignement que je tire, c'est que les listes qui ont remporté un succès à cette élection européenne sont les listes qui ont parlé de l'Europe. Et celles qui ont cru pouvoir utiliser cette élection pour sanctionner le gouvernement ont été en réalité sanctionnées. Et j'ai envie de dire, c'est bien fait, il ne faut pas mélanger les scrutins. Le gouvernement et sa majorité tirent leur légitimité de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Et jusqu'à la prochaine élection présidentielle et jusqu'à la prochaine élection législative, le gouvernement et sa majorité mettront en œuvre les engagements qu'ils ont pris. Parce que, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous qui, à gauche, devrez vous interroger sur le fait que vous avez perdu 3 élections présidentielles de suite, si vous ne changez rien à votre discours, si vous continuez à agir de la même façon, si vous pensez qu'il suffit à chaque décision du gouvernement de sortir votre communiqué préparé à l'avance indiquant les raisons pour lesquelles vous êtes contre cette décision, alors vous avez encore de longues années à passer dans l'opposition et je m'en réjouis pour notre pays. Oui, Madame la sénatrice, nous allons continuer à mettre en œuvre notre projet. Et d'abord, nous allons le faire pour sortir de la crise économique. Vous allez avoir à connaître dans les prochaines semaines d'un projet de loi très important sur la formation professionnelle qui vise justement à mettre en place cette flexi-sécurité que depuis 2 ans nous construisons avec les partenaires sociaux pas à pas. Nous allons ensuite examiner le texte sur le Grenelle, deuxième version, qui correspond à la mise en œuvre des engagements qui ont été pris lors du Grenelle de l'environnement. Nous allons vous proposer de débattre de la sécurité dans notre pays parce que nous ne renoncerons jamais sur cette question avec la loi d'orientation sur la sécurité intérieure mais si le projet de travail du Parlement ne vous intéresse pas, franchement, il faut le dire. Si vous voulez bien écouter, s'il vous plaît. Et puis, Monsieur le Président, si le Sénat ne souhaite pas que je poursuive mon intervention, je suis tout à fait prêt à m'arrêter maintenant et à laisser les groupes de l'opposition continuer de parler comme ils le font sans jamais rien proposer à notre pays. Enfin, Monsieur Boulot, si vous voulez bien. Enfin, on va y aller. On arrivera à la Poste quand je serai passé par les autres étapes. Poursuivez, Monsieur le Premier ministre. Nous vous proposerons, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
un grand projet sur la réorganisation de nos collectivités territoriales et la poursuite de la réforme de l'État. Enfin, nous vous proposerons une réforme sur les libertés publiques visant à transformer la procédure pénale et en particulier à transformer la procédure de l'instruction. Quant à la Poste, Madame la sénatrice, comme nous l'avons déjà à plusieurs reprises indiqué, vous aurez à débattre très bientôt d'un projet de loi qui modifie son statut tout en laissant la Poste intégralement dans la sphère publique. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, le cap qui est celui du gouvernement. Nous n'avons pas l'intention d'en changer. Je pense que si quelqu'un doit changer de cap au regard du résultat de ces élections, c'est l'opposition. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question s'adresse à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Madame le ministre, ainsi que le soulignait le président de Rohan, lors de l'examen du projet de loi portant dispositions relatives à la gendarmerie nationale, fin décembre 2008 au Sénat, les Français aiment leur gendarmerie, nous aussi, chers collègues. Elle s'inscrit, poursuit-il, dans nos traditions. Elle fait partie de notre paysage. Elle est ancrée dans le territoire, puisque sa responsabilité s'étend sur 95% de la superficie de notre pays et couvre 50% de sa population. Les ruraux sont particulièrement attachés à cette arme qui leur assure la sécurité dans la proximité. Fin de citation. Souvenons-nous que ce texte se rattache à une évolution commencée en 2002. La synergie police-gendarmerie vise principalement l'amélioration de notre système de sécurité, sachant que l'efficacité de la gendarmerie résulte avant tout de son identité singulière. Durant les débats, mes collègues du groupe UMP et moi-même avons eu le souci d'assurer la pérennité du statut militaire de la gendarmerie et le maintien de la répartition géographique de ses effectifs sur notre territoire. 2 points absolument fondamentaux sur lesquels nous vous indiquions, Madame le ministre, que nous resterions vigilants. Eh bien, aujourd'hui, j'assume ce rôle, car depuis que circule l'information d'un risque de fragilisation du statut militaire des gendarmes, dû aux conséquences financières du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, les inquiétudes prospèrent. Bien plus, l'attente très longue de la poursuite de l'examen du projet de loi sur la gendarmerie enfin programmée a laissé à certaines organisations syndicales de policiers libre cours d'évoquer une absorption de la gendarmerie par la police. De quoi Votre question, s'il vous plaît. Un doute qu'il convient de dissiper aujourd'hui, Madame le ministre, ainsi que nous vous l'avons rappelé le 16 décembre dernier. Ce sont vos propos que je rapporte ici. La gendarmerie est l'un des piliers de la République. La France a besoin d'une force de sécurité à statut militaire. Il n'est pas question d'aller vers une fusion de la police et de la gendarmerie. Je vous demande de bien vouloir nous le confirmer aujourd'hui. Pour vous répondre, la parole est à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gournac, chacun connaît votre attachement à la gendarmerie, un attachement qui d'ailleurs est dans l'ensemble partagé sur l'ensemble des bancs, je n'en doute pas. Alors, dans votre question, Monsieur Gournac, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect des délais de passage de la loi et puis il y a le fond. Sur les délais de la loi, c'est vrai que j'aurais souhaité que cette loi soit votée plus tôt et notamment qu'elle soit votée dans la poursuite du vote qui a eu lieu au Sénat. Cela n'a pas été possible, notamment pour des questions de calendrier parlementaire, mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale a examiné au sein de la commission compétente l'ensemble du texte et le texte devrait venir dans l'hémicycle extrêmement prochainement. Je pense que c'est là la première réponse et ainsi nous aurons un texte qui répondra à cela. Sur le fond maintenant,
Il est vrai que le texte que vous avez voté ici était dans la droite ligne de l'action menée depuis 2002 et que finalement il en tire les conséquences en donnant au ministre qui est depuis 2002 chargé de l'emploi de la gendarmerie les moyens financiers qui sont nécessaires. Pour autant, je le dis et je le redis devant la Haute Assemblée, comme j'ai eu l'occasion de le dire au cours du débat, il n'est pas question de toucher au statut militaire des gendarmes. Ils y sont attachés. C'est à la fois leur caractéristique et c'est ce qui fait leur spécificité et la valeur de leur engagement. Alors il n'est pas question, bien entendu, en conséquence, d'une fusion entre la police et la gendarmerie. Chacune des deux forces doit garder son identité parce que c'est une garantie pour la démocratie, parce que c'est une des caractéristiques de la République française et parce que le président de la République l'a réaffirmé et a réaffirmé son attachement à cela. Et tout en découle, c'est-à-dire que chacune, police et gendarmerie, gardera sa direction générale. Chacune garde ses missions et il n'est pas question non plus que les effectifs de la gendarmerie soient affectés en zone urbaine. Chacun reste dans son domaine, ce qui n'empêche pas, bien entendu, que des coups de main puissent être donnés à l'un comme à l'autre en fonction des besoins. Voilà, je crois, des éléments qui donnent déjà des garanties. Et puis, j'ai tenu, vous le savez, à ce que des missions proprement militaires en opération extérieure soient conservées à la gendarmerie dans le cadre de la défense. Tout ceci conforte effectivement cet ancrage très fort qui est une caractéristique de ce statut militaire de la gendarmerie auquel, je pense, nous sommes tous attachés. Madame la ministre, le Premier ministre estimait récemment, je cite, n'avoir pas commis d'erreur dans la conduite de la politique économique du gouvernement. Toute la question, mes chers collègues, est de savoir à quelle aune mesurer la réussite de la dite politique. Si c'est au résultat des banques, il a raison. Et vous avez raison. Les banques françaises pourront bientôt... Les banques françaises pourront bientôt abandonner leurs béquilles étatiques et recommencer à mijoter la prochaine crise en toute liberté et accessoirement en toute impunité. Par contre, si la réussite se mesure à l'état de l'emploi, l'impression est sensiblement différente. Quelques chiffres. Dernier semestre 2008, plus 186 000 chômeurs au sens du BIT. Premier trimestre 2009, plus 300 000. Du jamais vu depuis la libération, soit 2 455 000 personnes. Particulièrement touchées, les moins de 25 ans dont le taux de chômage atteint 22,7%. Alors, le Premier ministre, j'arrive à ma question, dit qu'il serait irresponsable de dépenser davantage alors que notre déficit public va doubler cette année. Madame la ministre de l'économie et aussi de l'emploi, l'est-il moins irresponsable d'abandonner ainsi des millions de Français au bord du chemin? Si vous m'interrogez maintenant sur les chiffres de l'emploi, ce sont des chiffres dont personne ne peut se réjouir parce que ça correspond chaque fois à autant de situations individuelles qui sont parfois tragiques et qui parfois vont durer. Et c'est précisément à l'égard de cette situation que nous avons pris une politique à 3 niveaux. Premièrement, des mesures pour préserver l'emploi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a allongé les périodes d'indemnisation de chômage, on a remonté et encouragé les partenaires sociaux à remonter l'indemnisation du chômage partiel. C'était nécessaire pour préserver ce qui pouvait l'être. Deuxièmement, nous avons pris des mesures pour stimuler la création d'emplois. C'est ce qu'on appelle le zéro charge et qui a permis à plus de 200 000 salariés d'être embauchés à zéro charge par des entreprises de moins de 10 salariés puisqu'elles n'ont pas de charge patronale du tout, dès lors qu'elles embauchent avant la fin de l'année 2009. Voilà une mesure
qui a été prise pour stimuler la création d'emplois. J'ajoute que des chèques emploi-service viennent d'être diffusés à plus d'1,5 million de ménages pour leur permettre précisément de concourir à la création d'emplois. Enfin, dernière mesure que nous avons prise, c'est celle qui consiste à faciliter le retour à l'emploi. Vous les connaissez, ce sont les mesures de contrat de transition professionnelle, de convention de reclassement personnel, qui chaque fois avec des indemnisations supplémentaires permettent de faire tenir nos concitoyens qui se trouvent privés d'emploi. Deux mesures très importantes structurelles. Je conclus, Monsieur le Président. Deux mesures structurelles très importantes. La réforme de la formation professionnelle, la réforme de la taxe professionnelle, pour d'une part améliorer l'employabilité et d'autre part soutenir la compétitivité des entreprises françaises. De Paris à la banlieue, la route peut être longue. Le réalisateur François Rabaté a suivi un historien et un économiste qui se rendent à Villiers-le-Bel en métro et RER. L'occasion de parler de la vie quotidienne dans les quartiers, des émeutes de 2005 et de la mort de 2 jeunes en novembre 2007. Il y avait beaucoup de tensions. C'est pas tous les jours qu'on tire sur les flics, c'est pas tous les jours qu'il y a des voitures qui brûlent. Jour tranquille à Villiers-le-Bel, c'est une approche originale de la banlieue sur Public Sénat. L'Iran des mollahs fait peur et pourtant c'est une puissance incontournable du Moyen-Orient. À l'occasion de l'élection présidentielle du 12 juin, gros plan dans Parole du Monde sur la place de Téhéran sur la scène régionale. En partenariat avec France Info, Parole du Monde, c'est le rendez-vous de l'actualité internationale sur Public Sénat. Non défendu. Monsieur Carcenac, le 1161, non défendu. Le Parlement est parfois le théâtre de scènes inattendues. On y chante, on y crie, on y pleure. Bref, il y a 1001 manières d'exprimer ses convictions et ses coups de gueule. Mais pourquoi de telles mises en scène servent-elles le débat ou relèvent-elles de la pure communication? Toutes les réponses dans Déshabillons-les. Écrivain, sociologue au CNRS, scénariste, nouvellement chanteur et surtout ancien ministre à la promotion et à l'égalité des chances, feu follet ou touche à tout de génie, c'est vous qui en déciderez. Il ne faut jurer de rien reçoit Azouz Begag. Bonjour à tous, l'Europe et nous vous ouvre aujourd'hui les portes d'Europeana, la bibliothèque numérique européenne, gigantesque plateforme d'accès au patrimoine européen, à toutes les œuvres numérisées à travers l'Europe. Dans ces rayons, on trouve aujourd'hui des livres, mais aussi des sons, des vidéos, toutes sortes d'œuvres d'art. Nous sommes en ce moment au musée du Quai Branly qui participe activement au projet Europeana et vous pouvez d'ores et déjà retrouver les œuvres qui sont autour de moi sur le site europeana.eu. Avec les Pays-Bas qui hébergent la Fondation pour la Bibliothèque numérique européenne, la France est l'une des locomotives de ce projet et aujourd'hui 50% des œuvres référencées viennent de notre pays qui a déjà une certaine culture du numérique. Plus de 3 millions de documents à portée de clic, pour Jean-Michel Saint-Giron, c'est une petite révolution. Il est généalogiste familial. Aujourd'hui, il s'intéresse à son arrière-arrière-grand-oncle, homme politique et écrivain. Je cherche le maximum de documentation sur Frédéric Passy par Europeana. Et quand je clique sur Europeana, j'écris Frédéric Passy et je clique sur Rechercher. Et c'est là que j'arrive très rapidement sur une page avec 12 références et puis il y en a 6 sur la seconde. Et ça permet d'avoir accès à un bouquin qu'on n'a pas. Bon, alors ce qui m'intéressait, c'était celui-là. C'était le petit poussé du 19e siècle. Ça m'amène à des ouvrages qui sont en général disponibles à la lecture. Ce qui n'est pas toujours le cas d'autres moteurs de recherche où on arrive à des ouvrages qui sont vendus par des marchands.
Europeana est un moteur de recherche, un catalogue. Il renvoie vers les sites des institutions culturelles qui participent au projet. Elles sont plus d'1 millier à travers l'Europe, mais la plupart des documents viennent de France, le berceau d'Europeana. À la fin de 2004, on a appris que Google annonçait à son de trompe, de façon tonitruante, son intention de numériser plusieurs millions de volumes à court terme. D'abord, le bonheur a été grand, c'est admirable cette possibilité neuve de pouvoir, pour beaucoup de gens, toucher l'héritage culturel de nos ancêtres. Mais aussitôt, à la Bibliothèque nationale de France, dont j'étais président, je me suis dit avec mon équipe qu'il ne fallait pas laisser Google avoir un monopole dans ce domaine. Il y a eu d'abord un essai de bibliothèque qui a été fait par la France, la Hongrie et le Portugal. C'était le premier essai. On a vu que ça marchait très bien. Et on s'est dit, pourquoi pas faire ça avec tout le reste des États. Lancé par la Commission européenne en 2005, encouragé par le Parlement européen, le projet Europeana repose sur les États membres. La Commission ne donne que 2 millions d'euros par an pour la gestion du site. À chaque pays de financer la numérisation de son patrimoine. En France, l'INA a donné 80 000 documents audiovisuels, la Bibliothèque nationale de France, plus de 2 millions de livres. Et le travail de numérisation continue, avec un objectif ambitieux, numériser 100 000 livres par an. Un travail de titan qu'elle a confié à l'un des plus grands centres de numérisation de France. Tous les mardis, un camion vient chercher des caisses soigneusement scellées. Normalement, il y en a 11, caisses. 1 millier de documents, tous libres de droit, des livres dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans. Elle est bien chargée, là. On va leur offrir une deuxième vie en numérique. Ils sont expédiés dans l'Indre, à 3 heures de Paris. Une fois libérés de leur caisson, les livres de la BNF sont soumis à un processus minutieux. Leur cure de jouvence va durer 3 semaines. Chaque ouvrage est traité individuellement. C'est ce qui rend leur séjour si long et si coûteux. À l'arrivée, il y a un premier contrôle qui est un contrôle exhaustif pour voir les quantités de livres reçus, qui est bien le bon. Et après, les livres sont analysés un peu plus en profondeur pour bien les orienter vers tel scanner. Donc en fonction de ses caractéristiques, c'est sa taille, s'il y a de la couleur. Alors c'est des livres qui ont une ouverture à 90 degrés. Donc on n'a pas le droit d'ouvrir, qui ont une ouverture très fragile ou une ouverture difficile. Bon, celui-là c'est plutôt fragile. Et en fait qui vont être numérisés avec une ouverture comme ceci. On n'aura pas le droit de les ouvrir à plat en fait. Les images arrivent directement dans un répertoire sur le PC et après on peut les contrôler et effectuer les traitements qui sont appropriés. Chaque page photographiée doit être convertie en fichier texte. Une opération sous-traitée à des milliers de kilomètres de l'Indre, à Madagascar. Là-bas, des centaines de lecteurs francophones vérifient les textes. À la fin du processus, la BNF récupère ses documents et leur version numérique. L'addition, en moyenne 45 € par livre. À l'avenir, le coût il va évoluer forcément, puisque je pense que les matériels de numérisation vont être peut-être un petit peu moins chers, mais s'ils ne sont pas moins chers, un petit peu plus efficaces, que les logiciels s'améliorent. Et je pense que dans les 3 ans, on va d'une façon assez sensible diminuer le prix de revient. Pouvoir numériser moins cher et plus vite, c'est l'enjeu majeur d'Europeana. À travers l'Europe, il y aurait plus de 2 milliards de livres sur nos étagères, sans compter les archives audiovisuelles. Pour tout numériser, il faudrait sans doute plusieurs siècles. Christophe Dessau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du projet Recherche et Technologie au ministère de la Culture. Vous êtes également membre de la Fondation pour la Bibliothèque numérique européenne. Alors l'ouverture de Europeana, c'est le début d'un chantier colossal. Où en sont les différents États membres sur la voie de la numérisation ? La visibilité très importante qui a été donnée à Europeana a provoqué une émulation entre les différents États pour à la fois accélérer la numérisation dans leur pays, certainement, mais également accélérer l'intégration de leurs collections déjà numérisées dans la bibliothèque numérique européenne. Comment sont choisies les œuvres qui seront accessibles sur Europeana ? Alors, la numérisation dépend d'abord des priorités qui sont établies nationalement.
Certains pays pourront préférer d'abord numériser le livre, d'autres d'abord numériser les collections des musées. Cela dit, Europeana a décidé de définir 3 grandes priorités pour faciliter justement le croisement des données entre elles. La première priorité, c'est la ville. La deuxième, ce sont les voyages pour justement recréer des itinéraires en Europe. Et le troisième, c'est la musique. Et quels sont les principaux défis d'Europeana à l'avenir? Alors, à l'avenir, il y a d'abord des défis techniques pour que le système soit complètement robuste et opérationnel. Il faut savoir qu'Europeana n'a commencé à travailler qu'en novembre 2007. C'est-à-dire qu'en un an, il a fallu construire le service, intégrer les contenus et le rendre public. Il faut le voir plus comme un prototype que comme un véritable service opérationnel. Donc il y a là un défi en termes de robustesse et de montée en charge. Dans les défis techniques également, il y a celui du multilinguisme, puisqu'aujourd'hui, ce sont des contenus multilingues de 23 langues en Europe qui sont accessibles, et il faut pouvoir proposer une véritable navigation multilingue à travers ces contenus. Alors, dernière question, quelle est l'œuvre que vous voudriez pouvoir consulter sur Europeana dans 5 ans, dans 10 ans? Je pense par exemple à des compositeurs comme Chopin qui a partagé sa vie entre la Pologne et la France, et on peut imaginer tout l'intérêt qu'on pourra avoir à consulter à la fois les archives présentes en Pologne et puis celles qui sont présentes en France dans toute leur diversité, que ce soit des tableaux, des partitions, des enregistrements musicaux également. Christophe Dessau, je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors si vous voulez découvrir